Bonjour à tous, bienvenue sur Nolwenn News. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi trois confrères spécialistes de droit de la famille parce que je voulais qu'on vous parle de notre métier à nous, d'avocat en droit de la famille, que je pense vous connaissez soit pas du tout, soit à travers le regard des personnes qui ont eu affaire à des avocats de manière plus ou moins heureuse. Et je trouvais que c'était important qu'on puisse vous faire rentrer dans notre univers, vous expliquer notre manière de faire et sûrement de manière un peu différente d'ailleurs, parce que même si on a une philosophie, je pense, commune, forcément on ne fait pas les choses de la même manière. Et donc je me suis entourée d'une jolie équipe, donc je vais commencer par Philippe. Alors un des rares hommes du barreau de Paris spécialiste de droit de la famille, quand même, Effectivement. spécialiste de droit de la famille, du patrimoine, etc. Donc quand même, un honneur que tu sois là, donc ça c'est très sympa. Vous le connaissez peut-être si vous suivez sur YouTube son post, son podcast, Ma Parole. Une mini-série. Une mini-série. Exactement. T'en as combien d'épisodes? Je crois qu'on est à 14 ou 15 épisodes. Bon, très bien. Je vais être de l'autre côté avec Karine Deluca, qui est du barreau du Jura, spécialiste droit de la famille aussi pour ça, ok. Et que vous connaissez peut-être si vous écoutez ces podcasts Parlons divorce avec Karine. Oui, c'est ça, merci. Là, on est à 66 épisodes, donc c'est une façon de vulgariser le droit, en fait, pour pouvoir le rendre plus compréhensible, plus audible, parce que c'est un peu compliqué quand même. S'ils nous écoutent, s'ils ont envie de divorcer, ils peuvent aller voir les 66 épisodes, ils vont être dedans. Et puis à ma droite, Catherine Bourguès, qui est aussi avocate au barreau de Paris en droit de la famille. Très investie dans les modes amiables, je pense qu'on peut le dire. Hein, c'est pas, oui, un petit peu. Voilà. Formatrice d'ailleurs, droit collaboratif, notamment négociation raisonnée, etc. Et très investie au sein de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Qui fait beaucoup bouger les lignes, qui réfléchit à plein de problématiques de droit de la famille. Je m'occupe notamment de la commission innovation et prospective. Impeccable. Comme ça, on a l'occasion. On est dans l'innovation. L'idée, c'est de faire bouger les lignes, c'est ça. Bon, parfait. Et alors, le premier point que je voulais qu'on aborde tous ensemble, c'est qu'on puisse expliquer ce qu'apporte un avocat en droit de la famille dans un dossier où l'avocat n'est pas forcément obligatoire. Par exemple, quand les gens saisissent pour faire fixer les modalités relatives aux enfants ou la pension alimentaire, etc. Pour qu'on puisse un peu leur expliquer qu'est-ce qu'on peut apporter finalement à leur dossier et comment se passe une audience aussi quand on est là, quand on n'est pas là, et qu'on les fasse rentrer un petit peu dans cette configuration-là. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais bien commencer éventuellement pour donner un des aspects qui me semble important. Moi, j'ai l'impression, en tout cas ce que je constate, c'est que quand on vit un conflit de famille, en fait, notre cerveau ne fonctionne pas normalement. En fait. On est dans un état émotionnel qui est tellement particulier qu'on a besoin de tiers. En fait. Et l'avocat, il est tiers à ce moment-là pour nous faire prendre un peu de hauteur. Parce que généralement, quand on est dans notre conflit, on ne voit plus les choses. En fait. On ne peut plus les voir ni objectivement, ni avec clairvoyance. Et notre intervention va permettre de faire prendre de la hauteur et d'amener les personnes à faire attention à des points où ils ne pourraient pas faire attention. Quand on est dans un état de stress et d'angoisse, on va passer à côté de choses très importantes. Et puis, il y a une technicité aussi, parce qu'en fait, même si au droit de la famille, il y a des choses qui sont compliquées. Les calculs sont compliqués, et un regard extérieur à ce moment-là, à mon avis, il est indispensable. Surtout du fait qu'on soit pris dans cet état d'angoisse, en fait, et de souffrance. Et il faut du tiers. On dit souvent d'ailleurs, parce qu'on fait des formations ensemble, Catherine et moi, mais on explique qu'il y a une sorte d'état de régression. C'est-à-dire que souvent, en premier rendez-vous, vous l'avez constaté aussi, les personnes, elles arrivent, elles sont dans un état tel qu'on dirait peut-être des petits-enfants. Enfin, ils sont dans un état émotionnel où en fait, il y a un état régressif où tout prend des proportions énormes et où tout est compliqué d'abord. C'est-à-dire que là, on se rend compte que la personne qui est en face de nous, elle a d'abord besoin d'être écoutée, accueillie dans ses différentes émotions, parce que de toute façon, lui parler du droit d'emblée, ça ne marche pas, quoi. Mais je suis assez d'accord. Donc de prendre de la hauteur et d'avoir un accompagnement un peu technique. En fait, puis c'est un moment qui est difficile, donc il faut s'accorder le droit d'être aidé, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement. C'est difficile. Je ne vais pas faire tout seul, j'ai le droit d'avoir de l'aide. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, je vais demander de l'aide, parce que tout seul, j'y arriverai pas. Et c'est normal, en plus, c'est complètement normal de ne pas y arriver seul. C'est trop compliqué, émotionnellement en tout cas. Moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est que, en fait, nous sommes tous entourés de droits, de juridiques, de règles.
qu'on applique, en tout cas en droit de la famille, de façon intuitive pour un tout un chacun. Et en fait, les gens découvrent que tout est codifié en fait. Les gens n'imaginent pas que leurs relations conjugales, leur mariage, leurs obligations entre époux, entre concubins, vis-à-vis de leurs enfants, même vis-à-vis de leurs propres parents, les gens ignorent à quel point tout est codifié. Et c'est vrai que de prendre conseil auprès d'un homme de loi, Ou d'une femme de ou loi. d'une femme de loi, bien entendu. S'il te plaît, s'il te plaît. Un homme avec un grand H permet aussi une certaine guidance finalement des personnes qui découvrent que oui, il y a des règles, oui, on peut faire d'une certaine façon, mais pas d'une autre. Et je suis toujours très surpris que les gens découvrent à quel point le droit est partout dans leur vie et ils l'ignorent en fait. Donc oui, avoir un avocat, ça a une importance pour moi considérable. Et ce que je dis aussi très souvent, en parlant notamment du premier rendez-vous, quand les gens me contactent, moi je fais systématiquement une première consultation. Et à l'issue de cette consultation, les gens sont libres de prendre leurs décisions. C'est extrêmement important. Oui, qu'ils sentent pas liés dès le départ. Exactement. Parce que j'ai tellement constaté dans mon exercice que des personnes qui étaient allées voir un avocat se sentaient tout de suite pieds et poings liés avec cet avocat, et du coup n'avaient pas de marge de manœuvre. Moi je dis non, un avocat c'est tellement important, on va faire un bout de chemin avec lui, la confiance est considérable, donc il faut absolument bien choisir son avocat. Et pour bien le choisir, il faut être libre. Voilà, donc à partir de ça, et quand on a annoncé la règle de la consultation, en tout cas de la première, les gens ensuite adhèrent ou pas, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je partage évidemment ce que vous avez dit l'un et l'autre, et je vais rajouter un truc, c'est que de temps en temps aussi, les gens peuvent venir nous voir alors qu'il n'y a pas de conflit, mais parce qu'il y a besoin justement d'éclairage de technicité, et c'est vrai que je partage avec toi ce côté où, et notamment en ce qui concerne les enfants, on a l'impression que les parents séparés découvrent pour la première fois qu'ils ont une autorité parentale. Alors que les parents ont tous une autorité parentale, même quand ils sont pas, dès lors qu'ils sont parents, séparés ou pas séparés. Et on a l'impression toujours qu'ils le découvrent à ce moment-là, avec évidemment toutes les complications ou pas, parce que ce n'est pas forcément compliqué. C'est ça aussi un peu que j'ai envie de dire, c'est que l'avocat n'est pas là non plus que quand il y a du conflit, que quand c'est compliqué. L'avocat, il est là pour pouvoir être effectivement un tiers, expliquer, donner un autre regard sur une situation qui n'est pas forcément complexe, qui est la situation de ce couple-là, de cette famille-là. Et c'est finalement le regard non seulement d'un sachant en droit, mais l'avocat a cette particularité, j'aime bien cette expression, Nolwenn le sait, donc je vais la placer là maintenant. Là, pour moi, l'avocat a l'intelligence des situations. De par le nombre d'expériences qui ne sont pas les nôtres, mais de nos clients, on a du coup, ça nous donne plein d'idées, on peut être hyper créatif. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, et un peu de faire prendre conscience aux uns et aux autres que l'avocat, c'est pas que quand c'est la catastrophe, c'est pas que quand c'est le conflit, ça pourrait être bien en amont déjà, mais quand les choses sont déjà faites ou en cours de se faire, même s'il n'y a pas un gros conflit, de prendre une consultation, c'est pas forcément prendre tout le dossier, mais une consultation, et puis après on voit en fonction des besoins. Moi je partage ton point de vue aussi, et ma pratique est la même. Une consultation, du coup elle est payante, et après les gens sont libres de venir ou pas. Il faut surtout qu'ils aient cette liberté. Je pense que ça aussi c'est important à dire. Voilà, l'avocat c'est pas que quand c'est la grosse merdasse quoi en fait. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je trouve que l'avocat, il a aussi c'est pas que le juriste, c'est pas que le sachant, c'est aussi, alors en droit de la famille particulièrement, mais pour les autres matières, je sais pas, chez Patrick, donc je voudrais pas mettre d'autres confrères de spécialité autres à dos, mais il y a un vrai accompagnement, c'est-à-dire que on n'est pas juste là pour expliquer le droit, comment ça se passe, les règles, ce que le juge va faire. Oui, ça, j'ai envie de dire, heureusement. Je trouve qu'il y a aussi une logique de on épaule le client, on le prend là où il est quand il vient nous voir. On sait qu'il va passer par des épreuves, je trouve, difficiles, parce qu'on ne peut pas dire que le monde juridique et judiciaire, quand on va l'accompagner jusqu'à une audience, quand c'est des procédures,
le monde judiciaire, il est âpre, il est raide, il est dur. Enfin, bon, c'est mon ressenti, hein, mais en tout cas, donc c'est compliqué et que je trouve que d'être à côté du client, c'est pas juste un mot pour le dire en l'air. Enfin, quand on est à côté, on est là pour encaisser, pour que, par exemple, quand l'audience, il y a des choses qui sont dures, on les a préparées avant, ils savent à quoi s'attendre. Alors, il y a toujours des trucs imprévus, mais on a balisé le terrain, on a expliqué que ça pouvait arriver. Le client, je trouve qu'on laisse... Vraiment, on est là, quoi. On est un peu les épaules. Voilà. C'est un truc aussi intéressant que d'imaginer, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté régressif qu'on peut avoir les clients quand ils passent la porte la première fois. Mais même s'ils ne sont pas agressifs, en fait, quand il y a des situations... Non, régressif. Qu'est-ce que j'ai dit? Agressif. Ah, mais j'ai pensé régressif, franchement. Tu vois, comme quoi. Mais même quand ils ne sont pas régressifs, en tous les cas, comme tout être humain, ils ont une angoisse d'effondrement. Et dans ces situations de crise, cette angoisse-là, elle est d'autant plus forte. Alors s'il y a quelqu'un, un tiers, qu'après peut-être on verra certainement plus jamais, et tant mieux, qui est là et qui, lui, est ancré, rien que ça, déjà, en soi, alors moi je suis un peu le côté psy, c'est un peu mon dada, en soi c'est thérapeutique. Et en soi c'est aidant, même si on peut finalement pas faire grand-chose. Moi, je pense qu'on fait beaucoup, en fait. Enfin, juste un rendez-vous fait bouger les lignes, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est de dire, voilà, les gens arrivent parfois avec une certaine posture, un certain état, et ce qu'on va leur renvoyer aussi, parce qu'on leur renvoie leur discours, va les faire évoluer. Et là, on a un rôle important. Et ce qui me semble aussi important de rajouter, c'est que de plus en plus, moi, je dis les choses avec une très grande franchise. Parfois, des fois, ça peut bousculer un petit peu, mais par moment, il faut dire les choses. Même si je leur dis, écoutez, ça va piquer un petit peu ce que je vais vous dire, mais c'est nécessaire aussi pour vous faire avancer. Et de plus en plus, je vois que les gens, ils apprécient quand même qu'on leur dise, écoutez, là, vous êtes en train de vous planter. Là, vous pouvez continuer dans cette direction, vous allez y perdre beaucoup, votre énergie, sûrement votre argent, mais c'est votre choix après. Mais je vous l'aurais dit, en fait. Et parfois, il faut quelqu'un en face de soi, solide, qui a une connaissance des situations, qui sait ce qui peut se passer, pour pouvoir mettre ça en face. Voilà, ça me semble aussi important. Et on a besoin par moment, quand on est en train de faire des fois ressasser n'importe quoi, quand on souffre, on fait des fois n'importe quoi. Et là, on est là pour dire, attention là, vous pouvez continuer dans cette direction, mais voilà ce qui peut se passer. Voilà ce que ça va vous emmener. Alors moi, je dirais avec douceur quand même. Oui, non, mais Parce c'est que, pas franchise sans prendre... Pourtant, je suis assez directe et assez cash. Mais tu vois, c'était intéressant. Hier, il y a un client qui est venu et qui était pas très bien. Enfin, il était dans une forme, une grosse angoisse. Et ma collaboratrice me dit « Oh, ben, il ne bouge pas beaucoup. » Je lui dis « Mais attention, ça fait à peine 1 an que la séparation a eu lieu. Il n'y a pas encore... tout le mécanisme de deuil n'est pas encore passé. Donc, il faut être un peu prudent. En tous les cas, il faut être, de mon point de vue, délicat, faire attention. Mais je suis d'accord avec toi. Dire les choses, c'est important. Voilà. Et c'est là où l'expérience aussi peut nous être très utile. C'est de jauger à quel moment on peut dire les choses et puis avec toujours, et ça fait partie de notre serment d'avocat, délicatesse. C'est pour ça qu'il faut créer le lien de confiance. Ah bah ça, c'est c'est quand sûr. le lien de confiance est instauré qu'on peut dire les choses. On dit, est-ce que vous êtes prêt à entendre? Vous voulez mais pour ça, il faut le lien de confiance. Et c'est tout ce travail, mais on sait comment on le mène les unes et les autres. Et il faut ce lien de confiance, mais dire les choses. Je pense que c'est important. Et de plus en plus, je vois les gens qui me disent merci de me l'avoir dit, merci de m'avoir fait bouger. Et là, on les fait évoluer. Et là, ils peuvent peut-être aller dans des directions moins problématiques. Parce que des procédures, il faut être honnête, quand on peut s'enfermer dans les procédures. On peut y passer beaucoup de temps et beaucoup d'années et en ressortir encore plus abîmé. Et je pense que notre rôle, c'est qu'ils n'en ressortent pas plus abîmés. Moi, je dis toujours, c'est une épreuve de vie et j'ai envie de vous faire grandir dans cette épreuve. On doit être des facilitateurs, en fait. Oui. On doit être de ceux qui facilitent. Et j'aimerais, si tu veux bien nous parler un petit peu justement, toi, en audience, qu'est-ce que tu penses que l'avocat, il apporte En fait, au-delà de la procédure, de l'accompagnement d'avant? Oui, je pense que d'abord, alors, si vraiment déjà en cabinet, les clients sont stressés, je pense qu'en audience, le niveau de stress est décuplé. Parce que là, on passe, c'est comme si on était à l'hôpital, c'est-à-dire on est vraiment sorti du cabinet pour aller sur la table d'opération et là, le stress est à son comble. D'ailleurs, je constate souvent, les clients s'effondrent, pleurent, n'ont plus les idées claires et là, pour le coup, d'avoir un vrai professionnel à ses côtés, dont c'est le métier, qui a de la hauteur, de l'expérience, de la répartie,
de l'intelligence des situations, qui saisit énormément de choses que le kidam n'est pas en capacité de comprendre, ben, pour moi, ça me paraît assez indispensable. Parce que, mais ne serait-ce que de pouvoir exprimer 3 idées l'une à la suite de l'autre, ne pas s'en mêler les pinceaux. Et d'ailleurs, je suis parfois très gêné quand, à l'issue d'une plaidoirie, il va y avoir un deuxième round où le magistrat va commencer à cuisiner les parties. Je trouve que les clients se sentent, même si c'est plein de bienveillance, ils se sentent piégés. Ils ont l'impression, et alors combien de fois je suis sorti d'audience, est-ce que j'ai bien répondu, maître? Est-ce que j'ai bien dit comme il fallait? Bah, de toute façon, vous avez été fou, on ne peut pas jouer un rôle à ce moment-là. Donc oui, je dirais qu'en audience, bah, un professionnel, c'est indispensable. Alors c'est vrai aussi que les magistrats, quand même, en affaires familiales, il y a beaucoup de parties qui comparaissent sans avocat. J'ai l'impression que quand il y a un avocat ou quand il n'y en a pas, les audiences ne se tiennent pas de la même façon. Non, mais j'en suis sûre. J'en suis à peu près convaincu. Oui. De toute façon, dès qu'il y a un avocat, on voit bien que le magistrat est obligé de se mobiliser, est obligé de respecter un certain formalisme et sait que ça va durer un petit peu plus longtemps. Alors que quand les parties viennent, ça m'est arrivé, j'imagine à vous aussi, de recevoir des gens qui ont été seuls à l'audience, qui me disent bah, à l'audience, ça a duré 3 minutes montre en main, j'ai eu le sentiment d'être inexistant. Bah, forcément, il n'y a pas de pièces, pas d'argumentation, si ce n'est des jérémiades, hein, bien souvent. Et bah, je suis sorti de là extrêmement frustré et le résultat est désastreux. Oui, bon, bah, c'est chronique d'une catastrophe annoncée. Voilà. Après, je voudrais quand même rebondir sur quelque chose, je pense que vous l'avez aussi constaté. Ce sont les idées reçues sur l'avocat, le métier d'avocat et l'approche d'avocat. C'est quand même incroyable qu'en 2024, il y a encore des gens qui pensent que l'avocat est sur un piédestal, qu'il va parler un patois qu'ils ne vont pas comprendre, qu'il va ensuite, ou peut-être dès le départ, leur dire « sortez votre carnet de chèques » et chaque fois qu'ils vont dire un mot, bah, on va continuer à faire des chèques. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on ait encore, dans certains cas, cette image qui pour moi est désastreuse? Alors peut-être que dans d'autres spécialités, on peut avoir ce ressenti-là, mais s'il y en a bien une où c'est tout le contraire de ça, c'est le droit de la famille. Un avocat qui est spécialisé en droit de la famille est quelqu'un qui a un goût pour ça, qui a un goût pour la vie privée, pour les relations interpersonnelles, pour l'humain, qui fait ce métier pour aider les autres. C'est un juriste qui aime être au contact de l'humain et qui ne veut pas passer son temps à avoir le nez dans les livres et dans les cahiers et dans son ordinateur. Donc c'est quelqu'un qui va au contact pour pouvoir prendre la main de la personne qui est très souvent en grande difficulté physique, psychique, financière, morale, professionnelle. Enfin, on a quand même tous constaté que dans nos cabinets, quand les gens sont en difficulté sur le plan personnel, ben, il y a toujours une incidence sur le plan professionnel. La vie est une chaîne et quand un maillon de la chaîne est bousculé, ben, les autres maillons sont secoués. C'est les effets collatéraux inévitables. Et d'ailleurs, très souvent, on ne parle pas que de droit de la famille. On parle aussi de d'autres thèmes qui font partie de la vie privée, de la vie personnelle, de tout un chacun. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça me semble important et je crois que c'est aussi important que nous, avocats, on fasse notre examen de conscience. Parce qu'en fait, cette image qu'on a, cette image étudiée en 2024, pourquoi les gens ont cette image-là? Parce qu'on ne fonctionne plus comme ça. Mais je crois que malheureusement, la profession, à un moment donné, n'a peut-être pas été à l'écoute justement. À un moment donné, cette image que les gens ressentent, c'est peut-être parce qu'elle a existé aussi. Et je sais que nous, là, les 4 autour, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là en se disant, mais est-ce qu'avocat, là, est-ce qu'on répond aux besoins de nos clients? Est-ce que notre fonctionnement est adapté à ce qu'ils attendent? Et très honnêtement, les anciennes méthodes, je pense qu'elles n'étaient pas adaptées. Et on s'est posé la question et on a travaillé le sujet. Et c'est pour ça qu'on a effectivement, nous on se dit maintenant en 2024, on doit travailler autrement. Mais parce qu'on a fait cet effort-là de se dire, mais le client, il a besoin de quoi? Comment est-ce que je peux bien l'accompagner? Et moi, c'est ce qui m'a passionnée dans le droit de la famille. Et c'est ce qui fait que je me sens bien avec vous parce que je sais qu'on parle le même langage. Je sais qu'on s'est dit, bon, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin qu'on leur parle simplement et clairement. Parce qu'effectivement, l'avocat, il parle, c'est compliqué. Ils ont besoin qu'on les écoute véritablement. On a tous été formés, on a appris à écouter, parce que ça ne s'invente pas non plus. Et on ne l'apprend pas forcément dans les écoles d'avocats. Ça commence, mais encore. On s'est formé aussi à se dire,
comment est-ce qu'on peut résoudre des solutions qui vont convenir à tout le monde. Et donc ça, pareil, c'est un travail qu'on a mené. Et c'est vrai que maintenant, notre rôle, c'est de dire aux gens, on peut travailler autrement que les images que vous avez ou l'image que vous avez de l'avocat. Les choses ont évolué, pas partout, mais en tout cas, certains en fait font attention à ça et on se bat pour ça. Oui, mais attends, regarde, il y a encore quelques années, moi je sais que quand j'ai commencé la profession d'avocat, je faisais déjà du droit de la famille, parce que c'est ce que je voulais faire. L'avocat en droit de la famille, c'était l'assistante sociale. On n'était pas des vrais avocats, on était considérés, oui bon, voilà quoi, c'est vaguement du droit, de l'assistanat, en gros, t'es pas vraiment avocat. Et regarde aujourd'hui, le barreau de famille en France a vraiment fait des formations, a énormément innové, a pris vraiment à bras-le-corps un certain nombre de sujets, justement, sur l'écoute du client, l'accompagnement client, s'est formé au mode amiable. Et le fait de se former au mode amiable a aussi fait bouger les lignes dans la manière d'accompagner le client, parce que tout ça, c'est un peu lié. Comprendre les situations. Exactement. Et aujourd'hui, quand tu regardes, l'avocat en droit de la famille, c'est celui qui a le plus, je pense, fait bouger les lignes en termes de pratique. Mais je crois aussi qu'il va falloir admettre qu'on a changé d'époque. On a changé d'époque. Non, mais il faut être clair. Oui. D'abord, Philippe, tu as raison. il y a un constat d'échec des méthodes. Moi, alors je ne veux pas parler comme un vieux grigou, mais quand j'étais étudiant à l'université et que j'ai pris des options en droit de la famille, il n'était question que de procédures, de contradictoires, de contentieux, de règles de droit, de jurisprudence, de loi. Enfin, il n'était question que de coiffer au poteau la partie adverse. Donc on était dressés pour ça, éduqués pour ça. Biberonnés. Et je pense que nous tous ici, vraiment je suis très heureux de partager avec vous, on a détricoté ça parce que nous avons assez vite fait ce constat d'échec. Il faut dire aujourd'hui les choses, la justice est en panne, la justice est en grande difficulté, les magistrats sont débordés, des dossiers jusqu'à plus soif, on va vers une déjudiciarisation contrainte et forcée, parce que de toute façon il n'y a plus personne pour vous recevoir, et si on doit vous recevoir c'est dans 9 mois, voire dans 1 an, dans des situations catastrophiques, c'est un constat d'échec. Donc quand on reçoit quelqu'un dans son cabinet, eh bien je dirais que être avocat en droit de la famille, c'est aussi avoir une vision long terme, une stratégie. On ne peut plus se contenter d'indiquer aux gens, ben voilà la loi, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Non, il va y avoir une feuille de route. Et cette feuille de route, c'est le professionnel qui va l'imprimer avec des options. Mais il n'empêche que soit le client adhère à cette feuille de route parce qu'il a confiance en son avocat et que on se dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, soit il n'adhère pas et il fera autrement. On en a tous eu des clients qui sont considérés, combien de fois j'ai entendu, mais vous êtes mon avocat, vous êtes l'avocat de la partie adverse. Et je réponds, mais j'aurais pu être indifféremment les deux. Et c'est la meilleure façon de vous conseiller que de me mettre à la place de l'autre pour savoir comment il pense, qu'est-ce qu'il va anticiper et sur quoi on va s'accrocher et sur quoi on va s'entendre. Donc, à partir de ça, ce constat d'échec, moi, il a été très salutaire pour moi, il a été salutaire dans mon exercice. En réalité, il m'a libéré. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, être avocat en droit de la famille, ben oui, c'est sortir du cadre obligatoirement et c'est descendre dans l'arène, être au plus proche de ses clients pour pouvoir les accompagner, fort de nos compétences et de notre expérience. Oui, je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est les glissements sémantiques. Alors, c'est un peu... avant, on disait qu'on était avocat en droit de la famille, ou en droit matrimonial d'ailleurs. Puis après, c'était en droit de la famille. Et maintenant, de plus en plus, on dit qu'on est avocat de la famille. Tu vois, le mot droit a disparu. Et donc, c'est un glissement sémantique que je trouve intéressant, parce qu'il dit aussi que les situations familiales de ce qu'on appelle nos clients, qui sont avant tout des personnes, ne peuvent pas être traitées si on ne le regarde que sous l'aspect juridique. Donc, on doit nécessairement... Et moi, je pense, alors dans l'autre révolution, là, tu vois, la deuxième, que je suis en train de... Celle qui arrive, là, sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, enfin deux sur lesquelles je travaille beaucoup actuellement, c'est que l'avocat de la famille de demain devra être formé et en droit et en psycho. Et que l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas si on veut faire un accompagnement adéquate. Tu vois, on parle d'accompagnement, c'est ça la nouveauté. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avant, l'avocat, c'était
c'était un peu le notable du village, au même titre qu'il y avait un médecin, un notaire, un machin. C'était la personne qui délivrait du droit. On allait voir cette personne pour qu'on vous dise le droit. Et donc, c'était un sachant, c'était en sachant qu'on allait le C'était voir. un notable, et d'ailleurs, bien souvent, il n'avait pas besoin d'argent pour vivre. Enfin, il avait déjà les moyens, donc c'était un notable, et on allait le voir parce que… exactement, parce qu'il était cortiqué, lettré, et que lui savait. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est complètement… Aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé de cette image-là, alors qui remonte forcément, mais bon, avec l'évolution qui est, où aujourd'hui, justement, il y a une idée de… clairement, on accompagne effectivement des familles, des gens qui sont dans des moments de crise ou pas, dans des conflits ou pas, mais qui en tout cas s'interrogent, qui sont dans une vie, la vraie vie, ancrée dans la vraie vie, et que comme tels, ils ont besoin d'avoir en face d'eux des personnes qui certes savent le droit, mais ça j'ai envie de dire, c'est presque le présupposé de départ, t'es avocat, heureusement tu connais ton droit, mais qui leur apportent autre chose. Et cette autre chose, c'est pas s'improviser dans des métiers qui ne sont pas les nôtres, c'est d'avoir toutes les cartes et la dimension pour être justement la personne qui n'est pas déstabilisée si son client au premier rendez-vous se met à pleurer ou se met extrêmement en colère ou voilà, qui sait accompagner ça, qui comprend et parce qu'on a affaire à un autre être humain en souffrance et qu'aujourd'hui on n'est pas ah bah non mais donc ouh là là ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier. Bah oui, tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas en train de gérer, mais d'une certaine manière déjà à minima il va falloir que tu puisses être là, présent à l'autre et ça c'est déjà, je trouve, on est en train de glisser et je trouve que encore une fois je le dis, je pense que c'est la branche d'accompagnement du droit, enfin bon dans toutes les spécialités, qui fait le plus cette révolution-là, qui fait ce glissement-là et rapidement, je trouve, vraiment. Ce qu'il veut dire, c'est quand même, on parle surtout de séparation et de divorce, hein, c'est ce qu'on fait principalement, c'est quand même l'événement d'une vie qui fait partie des événements les plus douloureux. Il y a un vrai bouleversement. Parce qu'on parle d'un chagrin d'amour, ce qu'on oublie quand les gens viennent dans nos cabinets. Mais on parle d'abord d'un chagrin d'amour. Et moi, j'aime bien ce mot, chagrin. Chagrin, et puis il y a de l'abandon, il y a le rejet, il y a toutes les blessures qui sont exacerbées à ce moment-là. Donc je suis d'accord avec toi, Catherine, on ne peut pas faire ça sans avoir des connaissances en psychologie. Ah oui. Je pense que sinon, moi je me disais, sans pas les connaissances de psychomagazine, quoi, vraiment. On peut être bien sûr d'aimer creuser ce sujet-là parce que c'est l'événement le plus douloureux d'une vie. Et c'est pour ça que quand on disait au début, mais à quoi sert l'avocat et autres, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut traverser un événement aussi douloureux sans être accompagné? Moi, je me dis, mais il y en a d'autres, des événements douloureux. Des événements douloureux d'une vie. Je voulais peut-être qu'on explique un petit peu comment ça se passe, une audience devant le juge, justement quand il y a un avocat ou quand il n'y en a pas, parce que ce n'est pas du tout de la même manière. Quand il y a des avocats, alors on va partir du principe que les deux ont un avocat, ça va être plus simple, c'est les avocats qui ont la parole. Et c'est vrai que parfois le juge, il pose la question une fois que les avocats ont plaidé, si les parties veulent ajouter quelque chose. Effectivement, parfois, ils se sentent obligés d'ajouter quelque chose. C'est pas toujours heureux. Parfois, ça peut être un peu ramasse-gueule pour dire les choses un peu crûment. Mais si on a bien préparé son client, parfois le mieux c'est de dire je n'ai rien à rajouter. Voilà. Mais quand on ne sait pas, et c'est vrai que je pense que quand on va chez le juge et qu'on est sans avocat, on veut mettre toutes ses tripes, tout son cœur, y aller, et sauf que ce n'est pas forcément ce que le juge a envie d'entendre, parce que c'est ça le vrai sujet aussi, c'est que on veut raconter sa vie, parce que c'est son moment, c'est le moment où on a envie de dire les choses, comment ça s'est passé, on le dit pas forcément bien, pas forcément de manière appropriée vis-à-vis de l'autre, donc on se tire éventuellement des balles dans le pied. On veut dire beaucoup trop, mais pas ce qu'il faut, et le juge du coup peut être cassant, parce que lui il a envie d'entendre ses sujets clac clac clac, et c'est tout. Et donc on sort de là extrêmement blessé, extrêmement frustré. Alors que quand il y a les avocats, c'est vrai que souvent on leur dit « vous allez être frustré » parce qu'on ne pourra pas tout dire. Il va falloir qu'on soit concis, surtout quand on sait qu'on était convoqué à 9h et qu'on passe à midi. Et qu'il va falloir faire sa plaidoirie en clac clac clac, impeccable, il y a tout dedans, avoir préparé son dossier nickel, remis les pièces, mais on sait que on a fait le job, alors que quand la même personne se pointe à midi, que le juge il a faim comme tout le monde et qu'il a envie de raconter sa vie, et ça finit forcément pas du tout de la même manière. Voilà, donc je trouve que c'était peut-être bien qu'on fasse un petit focus pour expliquer ça aussi comme différence, au-delà des questions un peu philosophiques. Sur ces histoires d'audience, alors que la représentation d'avocat soit obligatoire ou pas, je trouve que en tout cas pour moi c'est la même préparation pour mes clients.
Et j'ai eu, alors un peu moins maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu beaucoup, non mais moi je vais dire au juge, le juge va comprendre si je lui parle, etc. Donc là, il y a un vrai travail de pédagogie de la part des avocats pour expliquer que le juge, il n'est pas psy, il n'est pas faiseur de miracles, il n'a pas de baguette magique. Et pour autant, c'est aussi de faire comprendre que ce qu'il a à dire, cette personne-là, est extrêmement important, puisque un des premiers besoins de l'être humain, c'est d'être entendu et reconnu dans ce qu'il est en train d'apporter. Sauf que ça ne sera pas devant le juge. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué à leur faire comprendre. Et c'est normal, que c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce que c'est... Enfin, pour moi, en tous les cas, la logique devrait être que le juge devrait prendre le temps de les entendre. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc à nous d'être pédagogues pour leur expliquer et pouvoir, le jour de l'audience, leur dire, voilà, en plus moi aussi je vais plaider court parce que... On sait ce que le juge il a envie d'entendre, donc on sait, on sait, oui. Enfin, il y a les thématiques, on sait sur les points. Oui, et puis on sait par les juges. Enfin, quand je dis par les juges, on parle la même langue, quoi. Donc c'est-à-dire que voilà. Et puis je pense que l'avantage, c'est que quand il y a des avocats, il y a eu des écritures, il y a des pièces. Donc on a préparé un dossier. On sait que bien sûr, quand c'est une procédure orale, il faudra. Je parle des procédures où l'avocat n'est pas obligatoire, donc où on va pas pouvoir tout dire, mais on sait qu'on a notre dossier derrière et qu'on peut y faire référence en disant vous irez regarder, je vais pas vous encombrer, machin, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est effectivement une grosse différence. De temps en temps, il arrive encore que... Enfin, moi, je fais assez peu de contentieux, mais j'en fais quand c'est nécessaire. Mais de me retrouver donc à être avec mon client et l'autre partie, que je n'appellerai donc pas la partie adverse, et l'autre partie qui est là sans avocat. Et là, je suis extrêmement gênée pour elle. Enfin, je ne sais pas très bien comment me positionner. Alors, je vais défendre mon client, bien évidemment, mais là, quand je les entends, je suis franchement, j'ai de la peine. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est, je me dis, voilà, une belle occasion de louper, quoi. J'ai jamais entendu un discours qui était bien, qui était juste, même que dans l'émotionnel, tu vois, sans que ce soit un discours juridique. Parce qu'en fait, il y a toujours la différence entre les tripes que tu mets sur la table parce que tu y vas, et puis la rationalité de la justice qui a quand même encore. Et puis c'est impressionnant, il faut dire aussi les choses. C'est très impressionnant. C'est impressionnant, le juge est en robe, c'est dans des bureaux. Pas toujours, pas toujours. Et puis de toute façon, quand on est en contentieux, on est dans un antagonisme. Et cet antagonisme fait que, et on l'a tous constaté, y compris quand on a un confrère en face, on parle, on plaide, et de l'autre côté, ça lève les yeux au ciel, ça soupire. Mais combien de fois, pendant que je plaide, j'entends « mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai !» Et mon propre client de dire « mais tout ce qu'a dit la partie adverse, c'est un tissu de mensonges, mais on l'entend tous les jours ». Forcément, puisque si on est arrivé jusqu'au tribunal, c'est que tout nous oppose et qu'on n'a a priori pas la même lecture du même dossier et que forcément, tout ce que va dire l'un est le contraire de tout ce qu'a envie de dire l'autre. Voilà. Toi, tes clients mentent pas les mêmes. Évidemment, évidemment. Et inversement. Et inversement. Non. Voilà. Et je voudrais rebondir sur un point qui me paraît très important. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Catherine, sur, j'ai envie de dire, pas vraiment des compétences de psychologue, parce que pour ce qui me concerne, moi je n'ai fait que des études de droit. En revanche, je peux affirmer que nous avons tous ici fait une démarche a priori thérapeutique, psychothérapeutique, que nous avons tiré des bénéfices. Enfin, je ne peux pas imaginer que nous tous ici, faisant du droit de la famille et entrant dans des dossiers aussi compliqués, on n'ait pas nous-mêmes eu affaire à des professionnels qui nous ont accompagnés dans notre développement personnel. Ça me paraît extrêmement important. Et à ce sujet, j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que ça pourrait créer une confusion. Je m'explique. Être avocat, ce n'est pas être directeur de conscience, ce n'est pas être maître à penser et ce n'est pas être psychothérapeute. En revanche, être avocat en droit de la famille, c'est identifier un besoin pour un client d'avoir recours à un autre professionnel qu'un professionnel du droit. C'est faire le distinguo et c'est surtout, et je me vois très régulièrement en rendez-vous dire, là, je veux bien discuter de ce point avec vous, mais sachez que ce n'est pas du juridique. Je n'aurai pas de valeur ajoutée sur cet élément-là. La seule valeur ajoutée que je puisse avoir
et de vous inviter à vous faire accompagner parce que vous avez besoin d'un espace de parole et je suis tout aussi surpris des idées reçues qu'on peut avoir pour aller chez un psychiatre, Ah un ouais, c'est clair. psychothérapeute. C'est quand même incroyable encore qu'en 2024, il y ait des gens qui disent « mais le psychiatre, c'est pour les fous ». J'ai dit, mais enfin, quand vous avez mal aux pieds, vous allez bien voir un médecin pour les pieds. Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. Et quand vous avez mal à la tête, parce que votre tête est en fusion, vous pensez qu'il n'y a pas un médecin qui peut vous aider et vous accompagner et vous soigner. Là, ce n'est pas possible. Donc, je pense que nous arrivons non seulement à distinguer ça, et j'imagine que vous le faites aussi. Malheureusement, il y a des situations où moi, j'identifie de la pathologie. Ça veut dire un comportement maladif qui, pour moi, n'est même pas déviant, maladif. Donc, il faut vraiment intervenir. Et des fois, j'insiste parce que je n'ai aucune compétence, mais la seule que j'ai, c'est de distinguer qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Alors merci parce que ça va me permettre de préciser mon propos. Il n'est pas question, quand je dis que les avocats doivent être à la fois formés en droit et en psycho, d'en faire des thérapeutes. Alors après, moi j'aime bien le mot avocapeute, qui n'est d'ailleurs pas le mien, parce que je pense que d'aller voir un avocat, ça fait thérapie. Il n'est pas thérapeute, mais ça fait thérapie, c'est un autre sujet. Mais l'avocat professionnel du droit, l'avocat de famille professionnel des relations humaines, sous l'aspect juridique, oui. On est bien d'accord, qu'il ait des connaissances réelles et pas de psychomagazine et pas de psy de comptoir et pas parce qu'on a fait une analyse qui a duré 20 ans avec Tartampion et machin, parce que là c'est par rapport à, ceci étant dit, pour moi absolument indispensable si on veut faire correctement ce métier pour pas être dans la projection. Mais ça c'est encore un autre sujet. Mais d'avoir des connaissances, c'est pour ça que je dis de psychologie et pas de psychanalyse ou de... Juste pour pouvoir justement se dire, ben tiens là, c'est vraiment un comportement plutôt pathologique. Ou même de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une systémie familiale. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Pourquoi est-ce que finalement une résidence en alternance à 2 ans, pourquoi c'est pas forcément la très bonne idée. Et que c'est pas que du juridique, et que c'est pas que de l'idéologie, que c'est pas que de la politique. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est pas du tout pour en faire, et c'est pour au contraire suffisamment tôt. Non, là, il faudrait vous faire aussi accompagner. Moi, mes clients, quand ils viennent me voir, en général, quand ils viennent, pas le premier rendez-vous, mais le deuxième, je les envoie, enfin, je leur propose tous, s'ils ne sont pas suivis, souvent ils sont suivis, mais s'ils ne le sont pas, d'aller voir un psy, qu'il soit psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, je m'en fiche du psy, mais qu'ils aillent voir quelqu'un pour l'aider à traverser ce passage. Parce que, en fait, c'est là où moi je trouve que l'avocat est vraiment important, qu'il soit obligatoire ou pas obligatoire. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous accompagner à traverser une crise, pas à la dépasser. On est juste là pour, tu disais tout à l'heure, facilitateur. C'est un moment un peu de brouillard, la crise là. Et hop, nous on prend et puis on amène jusqu'au bout du tunnel et après on lâche. On n'est plus là après. Et d'ailleurs, on va être assez clair. On a beau être avocat, on a beau adorer le droit, etc. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, toutes les formations que j'ai suivies, et Dieu sait que j'en ai suivies, je me suis à chaque fois réjoui et régalé d'avoir des intervenants en dehors du droit. Mais vraiment, je me suis réjoui parce que à l'université, la psychologie, en tout cas à l'université de droit, on ne sait pas ce que c'est. Dans la pratique, encore moins. Et toutes les formations qu'on a tous suivies, de toute façon, heureusement qu'on a cette formation continue obligatoire. Et pour ma part, j'ai toujours excédé les heures réglementaires. Mais je me suis toujours régalé à me former à la PNL, au développement personnel, aux traits de la personnalité, au fonctionnement pathologique du couple. Enfin, vraiment, c'est une palette extraordinaire qui fait que un avocat en droit de la famille qui s'est intéressé à tout ça a une valeur ajoutée, a un supplément que d'autres qui ne l'ont pas encore fait, parce que je ne peux pas imaginer qu'on n'y aille pas, eh bien, doivent y venir, c'est certain. Comme je le vois, les clients me le disent, les retours que j'ai, et ne serait-ce que quand un client recommande le cabinet, enfin moi, mes premiers prescripteurs sont mes clients, c'est-à-dire des clients du cabinet qui envoient d'autres clients, tout de suite j'ai ce retour-là, en disant cette écoute, cette bienveillance, et puis cette vision, cette hauteur qui est indispensable. Oui, et autre chose, oui, que je voulais aussi dire, et ça rejoint complètement ton propos, pour être un bon avocat en droit de la famille, il faut n'avoir aucun lien avec le client.
c'est absolument Ah oui, ça, c'est sûr. impossible. Ça fait partie C'est de nos règles. Hein. impossible. Parce que soit on est trop proche du client et du coup on n'arrive pas à faire son métier, soit on est en conflit d'intérêts parce qu'on connaît son conjoint, on connaît les autres membres de la famille. Et c'est d'ailleurs totalement contre-productif. Je veux dire, au début de ma carrière, les rares fois où contraint et forcé ou inexpérimenté, je m'y suis aventuré, mais j'ai fait machine arrière immédiatement. Et là, aujourd'hui, ben, quand quelqu'un m'appelle et que je connais la partie adverse et que je lui dis, écoute, c'est totalement contre-productif. Et d'ailleurs, je refuse même de donner le moindre conseil. Parce que donner un conseil, c'est déjà aiguiller vers une voie, mais il en est hors de question. Je voudrais qu'on aborde une partie, parce que ça va avec l'évolution de l'avocat de la famille, qui est aujourd'hui, on l'a dit, souvent celui qui va être dans l'amiable, dans la négociation, parce que donc de plus en plus la loi, le législateur nous dit maintenant, en matière familiale, le juge, vous irez le voir vraiment en dernier recours, mais à vous justement de vous débrouiller par vous-même. Et donc du coup, j'aimerais aussi qu'on leur dise quel est l'apport qu'on peut avoir dans une négociation, parce que souvent, pour eux, c'est évident qu'ils savent négocier, comme tout à chacun, et que donc du coup, quel est l'apport qu'on pourrait avoir alors, dans une négo, dans un dossier ou dans un mode amiable, c'est-à-dire en médiation. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur expliquer un petit peu ce qu'on fait? Catherine, pour moi, tu es ma spécialiste, toi qui m'as formée. Le professeur. C'était il y a 10 ans, c'est ça? C'était il y a 10 ans. Et wow. je dis toujours, j'ai une carrière avant et après. Ah ouais, je le répète et je le redis encore, c'était il y a 10 ans et ma carrière n'est plus la même depuis que j'ai eu la chance d'être formée par toi. Donc c'est tout d'honneur. Merci, c'est un très grand honneur. Oui, la négociation, on a tous l'impression qu'on sait négocier spontanément. Et en réalité, non. Enfin, soit on est trop dur, soit on est trop ceci, ou le grand truc, c'est qu'on veut cacher des choses, parce que comme ça, on va la voir. Ou alors, on va faire des marges de manœuvre, je veux 100, donc du coup, je demande 1000. Comme ça, je peux descendre, c'est pas grave. Enfin, bon, il y a tous ces trucs-là qu'on connaît. Et l'intérêt pour moi d'avoir un tiers et un tiers négociateur professionnel que devraient être tous les avocats, et les avocats de droit de la famille particulièrement, c'est que d'abord, ils ont des méthodes, d'abord, ils sont tiers, donc ils sont tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà, ils ont un pas de côté, et déjà, toute l'information peut être rebalayée et revue avec un autre regard. Donc, déjà, rien que ça. Ensuite, ils ont des méthodes. Donc, rien, ça aussi. Ils sont formés et ils ont des méthodes de négociation. Et il y en a plein de différentes. La négociation raisonnée n'est qu'une des méthodes possibles, mais après, il y en a d'autres. Et après, on les choisit en fonction de ce qu'on veut obtenir, hein, de ce qui est de l'accompagnement nécessaire pour tel ou tel type de famille. Et puis de l'investissement que les gens veulent y mettre aussi. Est-ce qu'ils veulent être présents, pas présents, investir, Absolument. investir dans... Mais ne serait-ce que... alors je dis toujours en formation, et pardon pour la répétition, mais une négociation, ça se prépare en amont. Les gens, on n'y va pas avec, pardon, je vais être vulgaire, mais avec sa bite et son couteau. Hop, je vais te négocier ça, je suis au souk. Ben non, mon gars, ça ne se passe pas comme ça. Et cette préparation-là, pour le coup, avoir un regard vraiment professionnel, juridique, et patrimonial et financier, moi, il me semble que c'est essentiel. Et souvent, on l'a déjà vu plusieurs fois, enfin dans des dossiers qu'on a eu en commun de négo, où les gens sont assez bienveillants l'un avec l'autre, assez d'accord sur leur séparation, machin. Et quand on fait ce travail de préparation, où tu mets tout, tu objectives tout, et tu dis, en fait, voilà votre situation familiale, en droit, financièrement, fiscalement, voilà ce qui se passe, là, ça grince. Parce que tout d'un coup, la maison qu'on pensait à 500 000, parce qu'on a fait la déco, ben en vrai, elle est à 320 000. Que le coût des enfants, tout d'un coup, tombe de sa chaise, parce qu'on leur a fait faire le vrai coût des enfants. Ah ben punaise, il nous coûte quand même vachement cher, ces milliards. Donc il va peut-être falloir arrêter le poney, le golf, ou le judo, et le machin, ou arrêter je ne sais pas quoi, ou au contraire continuer. Enfin, après, c'est la liberté de chacun. Enfin, tous ces trucs-là, c'est ce que tu disais au tout début. On va avoir aussi des choses auxquelles ils ne pensent pas. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que si on oublie, le diable est dans les détails, si on oublie un petit détail, la négo, elle peut capoter en 2 secondes, parce qu'on aura oublié que... mais oui, mais en fait, on avait fait un compte pour les enfants. C'est quoi ce compte? Qui doit l'avoir? Qui va le gérer? Eh ben là, non. Là, en tous les cas, on leur offre la possibilité d'avoir le moins d'oubli possible et que ça soit traité et analysé par un professionnel du droit dont c'est le métier. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Philippe, parce que je trouve que c'était intéressant.
c'est que surtout, je pense que ce qui manque comme regard pour des gens qui vont seuls dans une négo, sauf s'ils ont été formés, bien entendu, machin, mais parlons de la personne qui ne sait pas, qui pense savoir mais qui ne sait pas, c'est qu'elle oublie un détail essentiel, j'appelle détail mais volontairement, c'est de se mettre à la place de l'autre. Oui, absolument. C'est-à-dire de pouvoir à un moment, bien sûr, bien avoir préparé les choses de son côté, etc., tout ce que tu viens de dire, mais d'avoir aussi la nécessité et la curiosité d'aller se mettre, et de l'autre côté. On change les places et on y va, parce que c'est qu'en se mettant dans les baskets de l'autre qu'à un moment, on va changer le regard et qu'on va pouvoir trouver la bonne solution, celle qui respectera l'un et l'autre, où chacun se sentira confortable. Et donc ça veut dire quoi? Ça, c'est pas juste super, on est en accord. C'est que ça va durer. Oui, c'est un accord durable. Non, mais c'est pas rien. Enfin, on sait bien que ça dure pas. Il faut le dire aussi, parce que je pense que les gens n'ont pas la conscience. Quand on fait un accord traditionnel, avec pas de méthode spécifique de négociation, il y a plus de 50% des accords qui dysfonctionnent dans les 2 ans qui suivent la signature. Avec la meilleure volonté de vouloir trouver un accord, hein, donc sans fourberie du tout, etc. À l'époque, quand les homologations des divorces devaient encore se faire par un juge à Paris, il y avait 48% des divorces homologués, donc par un accord, qui revenaient dans l'année ou dans les 2 ans qui suivaient en contentieux post-divorce, avec des choses catastrophiques, humainement catastrophiques. Et c'est pas que les avocats ou les personnes étaient de mauvaise foi, mais on a oublié un truc, on n'a pas fait les choses correctement. Donc ça, je pense que c'est aussi important que les gens sachent et aient conscience que c'est des vraies techniques et que sans ça, on prend vraiment des risques majeurs que ça ne soit pas pérenne. Et pour une famille, moi, je trouve ça dangereux. Moi, ce que je voudrais rajouter, alors ça va faire un peu grincer, mais pas grave, vas-y, fais-nous grincer. N'ayons pas peur des mots. Être avocat, c'est aussi être stratège. Un avocat qui n'a pas de stratégie ne peut pas mener à bien sa mission. Ce n'est pas possible. Alors le mot stratégie peut faire peur, mais le mot stratégie recouvre… Rêver, hein, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, le mot stratégie recouvre de la préparation, de l'intelligence, de la vision et de la plasticité. C'est-à-dire envisager un peu ce que je dis souvent à mes clients, plan de rêve, plan de raison, plan de sécurité. Voilà, c'est de la pure stratégie. Les plans de merde, je les laisse aux autres. Je les laisse aux autres et souvent ceux qui viennent ont eu vraiment le plan D. Voilà, donc on ne peut pas faire l'économie de ça. Pour moi, et d'ailleurs, moi qui ai suivi un diplôme universitaire de médiation, en fait, je me suis aperçu, alors j'en ai pris énormément d'outils, mais je suis avocat, je ne suis pas médiateur. Donc, j'ai fait de la médiation à une époque, j'ai parfaitement fait la différence. Être médiateur et être avocat, ce sont 2 métiers totalement distincts. Ce sont des postures totalement distinctes. Et c'est ce qui me fait dire que quand on est avocat, on est avocat. Et être avocat, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas recevoir les gens ensemble, puisque ne serait-ce que pouvoir donner un conseil, parce que avant la nouvelle loi, je crois que c'était il y a 10 ou 15 ans, on pouvait être l'avocat des 2 dans un divorce. La situation la plus inconfortable qu'on ait jamais connue. Et d'ailleurs, même à l'époque, j'avais, je crois, écrit un article là-dessus en disant « mais c'est inimaginable qu'un même avocat puisse œuvrer pour les 2 ». Parce que de toute façon, au bout de 5 minutes de consultation, il y a déjà des questions qui affleurent de l'un contre l'autre. Donc, être avocat, c'est être un conseiller personnel, privé, en stratégie dans un dossier. La stratégie, elle peut être aussi juste une stratégie de survie. Mais comment je vais faire pour me sortir de ce marasme dans lequel je suis? Alors le mot peut être pompeux, peut être tout ce qu'on veut, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Et puis j'avoue que je trouve ce mot, je l'aime, il est élégant et puis il est représentatif. Et non mais de la manière dont il l'explique, je trouve qu'il est expliqué de manière positive. Parfois il est utilisé, je trouve, de manière très négative. Agressif. Comme si c'était pour… Je vais la voir. Oui, c'est ça. Je vais faire une entourloupe. Mais évidemment, la stratégie, c'est pas une stratégie… Parce que c'est le stratège à la César. Mais évidemment, la stratégie, c'est pas une stratégie d'anéantissement. Ah bon ? En aucun cas. Non mais c'est bizarre. Oui,
Cela dit, si vous avez un autre mot, je suis preneur. Non, mais il est très bien. Mais je trouve que de la manière dont tu l'expliques, Bien entendu. c'est pour ça que je disais que parfois, il y a des clients qui arrivent. Mais quelle est votre stratégie? Déjà, là, comme ça, de but en blanc, au bout de 5 minutes, Zéro. J'y ai même pas réfléchi. Et puis, je ne sais pas pour vous. C'est ça. Moi, j'ai fait un petit audit dans les dossiers que j'ai au cabinet. 30% des dossiers que j'ai au cabinet sont des dossiers qui viennent de clients qui sont déçus de leur avocat. 30%. Ah oui, c'est Donc, énorme. un tiers des dossiers que je gère, Ah non, pas moi. un tiers. Donc des gens qui viennent et qui sont déçus. Déçus de la façon dont ça a été mené, déçus de la façon dont voilà. Enfin, Il n'y a personne qui est venu de chez moi, rassure-moi. En aucun cas. En Tu as aucun causé- cas. Mais Voilà. je suis frappé de voir que dans ces 30% de dossiers, il n'y a aucune stratégie. Aucune. Ça veut dire que les gens viennent, on a lancé une assignation. Je dis, mais quand on lance une assignation, c'est parce qu'on n'a pas réussi à atteindre le premier objectif. Et donc, quel est l'objectif derrière l'assignation? Enfin, lancer une assignation pour une assignation, ce n'est pas possible. Voilà. Et là, mais je suis frappé de voir à quel point il n'y a pas de stratégie long terme. Il n'y a pas de vision. Enfin, C'est le terme vision. Moi, C'est une vision, c'est oui. ça. C'est le terme vision qui m'est venu tout de suite, en Oui. fait. C'est ça, c'est de pouvoir dire à ses clients ce qui peut potentiellement se passer. Et donc, c'est ça, c'est stratégie. Moi, j'ai plus parlé de vision, effectivement, en disant, voilà, le cas A, B, C, ce qui peut arriver, en fait. Sachant que, comme souvent, on leur dit, mais on ne peut pas, nous, tout anticiper. C'est-à-dire que, Bien sûr. Enfin, de toute façon, en quand voyant, même on on ne peut voudrait, pas on savoir peut ce pas. qui se passera, mais par contre, on peut imaginer différents plans d'action. Oui. Et ça, effectivement, ils doivent être capables. Et le choix leur revient aussi. Ça, c'est important. Complètement. C'est-à-dire que voilà les différentes hypothèses, mais ce n'est pas moi qui prends sur mes épaules leur choix, parce que c'est leur vie, leur histoire. Certains auront besoin de ceci à ce moment-là. Moi, je peux leur donner mon avis en disant est-ce que je l'aurais fait de cette façon-là, peut-être pas, mais le choix leur revient. Mais effectivement, qu'ils puissent savoir quelles sont les différentes options. Et qu'est-ce qui peut Mais après, une fois que tu as potentiellement se passer. exposé tes options, ça, c'est pas incompatible avec ce que dit Ah, mais je pense que ça se- Philippe, c'est de dire, complètement ensemble, voilà, on ouais. peut faire tout ça, et maintenant, comment on fait pour aller là? En fait, ce que j'aime dans le mot stratégie, chemin on il y a la prend partie Ouais. opérationnelle. C'est pas que des mots. Il va falloir qu'on passe à l'action. Oui, c'est Et des plans parfois- d'action. Des plans d'action. Et parfois, la stratégie recouvre, je dis n'importe quoi, il va falloir faire expertiser telle chose, il va falloir avoir recours à tel professionnel, il va falloir faire auditer telle société, tel compte. Voilà, parce que c'est quand même, quand on rentre un peu dans les détails, c'est un petit peu ça quand même. Et comment on va s'y prendre et comment on va faire. Et innover. Chaque fois, essayer d'innover en fonction des situations. Alors, vraiment, les situations plus classiques, on en a quand même beaucoup. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a pas un dossier qui ressemble à un autre. Mais vraiment, il y en a pas Heureusement, un. et tu sais, je pense que c'est pour ça que le droit de la famille, je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire que on traite, je ne sais pas combien de dossiers par an, et peu importe, c'est beaucoup, et beaucoup de dossiers de divorce ou par matière qui sont répétitifs, mais pour autant, chaque dossier, pour prendre le divorce, est différent. Parce que rien n'est commun. Même s'il y a une maison, un chien, Il y a un des, machin, il y a des séquences qu'on va pouvoir retrouver. Oui, Mais mais après, la manière dont les gens le vivent. mais les personnalités comment- qui sont là, ça n'a Mais rien à voir. heureusement, parce que Ah bah non, sinon on s'en Enfin, quitterait. Et ce que je rajouterais, le point sur lequel il faut qu'on soit vigilant, en tout cas moi je fais très attention à ça, c'est aussi le mot efficacité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'action, c'est parce que souvent la justice, il faut être honnête, c'est très long, c'est très lent. Et c'est comment est-ce qu'on peut aussi, en innovant, trouver de l'efficacité dans ce qu'on fait pour pouvoir, parce qu'ils ont des problèmes concrets tout de suite là. Là aujourd'hui, il faut remplir le frigo, il faut trouver des solutions. Et là, il faut aussi que nous on prenne nos responsabilités pour dire, ils ont besoin d'une solution rapidement. Comment est-ce que moi je fais par rapport aux éléments du dossier pour être efficace? Et je crois que c'est aussi des attentes. Quand on disait, mais la vision que les gens peuvent avoir de notre profession et autres, c'est aussi à nous de dire comment est-ce que je peux être le plus efficace, le plus rapidement possible. Parce que souvent on se dit, la procédure va être longue et autres, mais soyons créatifs. Cherchons des solutions pour que ça aille plus vite, parce que leur problème, il est là. je suis ravie d'entendre ce mot créatif, parce que je trouve que les avocats en famille doivent être créatifs, et je suis absolument triste quand j'entends tellement d'avocats dire mais tu n'aurais pas un modèle de tel acte, tel machin. Crée-le, mon gars. Et c'est pas méchant, c'est pas crée-le parce que sinon t'es pas capable, c'est crée-le pour qu'il soit pile ton poil image aussi. pile poil pour ce client-là, pile poil à ton image, ça c'est juste aussi. À ton image aussi, à ta manière de faire. Que ça soit juste un truc. Je trouve ça, et je trouve que cette créativité, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, et j'aimais beaucoup aussi ton mot de plasticité. Tu vois, chacun entend des mots différents, mais moi je suis tout à fait d'accord.
Je travaille avec un philosophe qu'on va faire intervenir dans un colloque prochainement, qui dit, mais en fait, les avocats, vous devez être des dealers de plasticité cérébrale. J'ai adoré ça, parce que je trouve que c'est tellement juste de pouvoir apporter à nos clients aussi le fait de, dans un moment de vie où on aurait envie que tout soit figé, parce qu'il y a plein de choses, la peur, le machin, enfin plein. Alors évidemment, là, les exemples qu'on donne sont assez marquants. Il y en a pour qui c'est quand même plus cool aussi, ça existe aussi. Mais n'empêche qu'il y a quand même des endroits où... Et d'apporter cette possibilité, leur apporter cette possibilité, d'avoir une vision à là tout de suite, demain, après-demain, après-après-demain et dans 2 ans. Tu vois, toutes ces visions-là, parce que c'est juste aussi le côté, il faut remplir le frigo maintenant, qui va garder les enfants, comment je fais avec les enfants, comment je fais avec la société, on l'a gérée à 2, elle s'est barrée, comment je fais pour la gérer maintenant, enfin, des trucs très concrets, quoi. Cette vision et cette plasticité, et dans ce sens-là, je suis d'accord avec Nolwenn, stratégie, ça me va bien. Parce que je suis sûre que sinon ça te plairait moins. Ouais. C'est un mot magnifique. En tout cas, pour un avocat, franchement, mais dans ce sens-là, oui. c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, en tout cas. Parce qu'il n'est pas souvent utilisé de manière avec la connotation positive. C'est pour ça que je mais moi, je le vois comme ça. Après, il y a un autre élément, je ne sais pas, mais je pense que ça vous a aussi frappé, qui me séduit énormément dans cette matière, c'est l'inattendu. L'inattendu, l'imprévu. Là aussi, très positivement. Souvent, j'ai devant moi des gens qui sont dans des situations extrêmement figées, qui me disent « on n'arrivera à rien ». Et je leur dis « mais vous ne savez pas d'où le bien peut vous venir. Vous ne savez pas. J'ai tellement d'expérience dans combien de dossiers où un événement inattendu, extérieur, est arrivé et a tout bousculé, a redistribué les cartes. Mais j'imagine dans combien de dossiers j'ai eu des gens devant moi, je veux la maison, je veux garder la maison, c'est ma maison. 2 mois plus tard, je veux plus de cette maison, je veux vendre cette maison, elle n'est pas pour moi. Et c'est fou quand même. Et donc, je trouve ça extraordinaire dans les dossiers. Et là, c'est plus que de la plasticité. Là, il faut être totalement désinstallé. Je voulais maintenant qu'on aborde un sujet un peu concret, parce que je pense que une fois qu'on a dit tout ça, je pense que c'est pas évident pour quelqu'un de s'imaginer comment se passe un premier rendez-vous chez un avocat, qu'est-ce qu'on y fait. Même si forcément on n'y fait pas la même chose chez tous les avocats de France, mais c'est pas le débat, mais c'est quand même un peu d'expliquer, parce que moi j'ai quand même le souvenir d'un client qui m'avait dit que voilà, c'était pas une partie de plaisir d'aller chez un avocat, qu'il avait pris donc effectivement tout son courage à 2 mains, et donc là c'était aussi de rassurer peut-être en expliquant ce qu'on y fait. Je pense qu'on n'a pas forcément la même pratique, même si, oui, quand même, il y a un tronc commun, mais on a sûrement des petites choses qu'on fait un peu différemment. Je pense que ça serait bien qu'on leur partage, si vous en êtes d'accord. Je peux vous partager une des façons de faire, c'est que moi, quand on rentre dans mon bureau, je leur dis toujours, mais j'ai besoin de connaître votre histoire. Donc, j'ai besoin que vous me racontiez qui vous êtes. Et alors, ce que je fais aussi quand même, avant de commencer le rendez-vous, je dis le temps qu'on a ensemble. Parce que ça me semble important de savoir, voilà, pour moi, je mets un rendez-vous d'1 heure pour mon premier rendez-vous. Chacun, je fait des temps différents, mais au moins, on sait que voilà, il y a 1 heure qui est consacrée à ce moment ensemble, et on n'est pas soit pressé de parler ou voilà. Donc c'est 1 heure, et je trouve que c'est toujours rassurant pour tout le monde. Mais je tiens par contre mon créneau horaire quand l'heure est terminée, soit on remet un autre rendez-vous, mais on arrête le rendez-vous quand on arrive au bout de l'heure. Ah ouais, putain, elle est carrée. Moi, j'ai mis le cadre. En fait, le cadre, il est important. Il est rassurant. Oui, bien sûr. Il est important pour tout le monde. Et en fait, de dire que si moi je respecte mon cadre, je te respecte aussi, en fait. Donc c'est important que voilà. Non, mais je dis pas le contraire, je dis juste que je n'y arrive pas forcément. C'est pour ça. Et donc à partir de là, j'ai besoin de rencontrer cette personne, je ne connais rien d'elle, donc je veux savoir, je veux connaître son histoire. Et donc là, la personne m'explique la situation. J'ai besoin souvent d'aller un petit peu au-delà, parce que souvent, tous les clients sont différents. Certains vont beaucoup parler, d'autres vont très peu parler. Et moi, j'aime bien creuser un petit peu pour savoir comment ça se passe, comment est-ce que la personne vit les choses. Donc, il y aura un temps d'échange et de questions. Ensuite, je vais demander si elle m'a dit tout ce qui était important pour elle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes qu'elle n'aurait pas eu le temps ? Parce que souvent, il y a une frustration, ce que j'entends quand il y a des fois des clients qui changent d'avocat en disant « mais on ne m'a pas écouté, je n'ai pas pu dire ce que j'avais à dire ». Donc, vraiment d'être vigilant en disant « mais est-ce que vous m'avez dit tout ce qui était important pour vous ?» De vérifier ça avec la personne. Après, j'ai des outils d'écoute active, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la reformulation pour vérifier si moi aussi, j'ai bien compris ce qu'on vient de me dire. Parce que
Ça m'aide, moi, à me concentrer sur ce que me dit mon client et puis aussi à vérifier que j'ai bien entendu ce qu'il m'avait dit. Parce que je peux avoir, moi, mes propres croyances, mon propre fonctionnement et j'ai en face de moi quelqu'un qui est différent, qui a une autre histoire. Donc, d'aller vraiment rencontrer son histoire. Et ensuite, lorsqu'il a terminé de m'expliquer, je vais expliquer, moi, comment ça peut fonctionner. Que la personne reparte du rendez-vous avec les règles par rapport à son problème. Donc, moi, je fais que des divorces et des séparations. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc le fait qu'il existe plusieurs procédures, j'explique les possibilités de négociation, etc. Et j'aime bien faire des petits dessins. Parce que je trouve que c'est compliqué le droit. Donc j'ai fait mes petits dessins de legal design, comme on appelle ça, pour dire voilà à quoi ça ressemble une négociation. Donc j'ai mes dessins et souvent les gens ils aiment bien repartir avec parce qu'au moins c'est concret, c'est simple et c'est clairement expliqué. Et ensuite, j'explique aussi, parce que c'est important en fin de rendez-vous, comment je fonctionne en termes d'honoraires, que je vais leur faire une offre d'accompagnement. Non, c'est une offre d'accompagnement. C'est bien comment tu tournes j'aime bien la notion d'offre d'accompagnement. Parce que ça correspond à la façon dont je vois mon métier. Donc je leur indique que je leur adresserai une offre d'accompagnement. Et puis ils prendront le temps, comme ce que disait effectivement Philippe, je suis complètement d'accord avec ça, d'avoir la liberté de prendre le temps de la décision. Et moi aussi, de prendre la liberté de dire est-ce que je travaille avec vous, est-ce que je corresponds aussi à cette personne? Parce que si on ne se correspond pas, il ne faut pas le faire. Si on sent que... Moi, j'écoute beaucoup mon instinct. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a quelque chose qui n'ira pas, je le dis d'ailleurs, je dis peut-être que je ne vous corresponds pas, et prenez le temps. Et c'est pas grave, exactement. Et vous prenez le temps de réfléchir aussi si ma façon de faire, parce qu'on a tous nos façons de faire avec notre histoire, est-ce qu'elle vous conviendra ou pas? Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est que quand j'ai identifié lors du premier rendez-vous certaines problématiques, je leur adresse, je leur dis écoutez, voilà, j'ai fait des podcasts sur certains sujets, et là, par exemple, je sens une souffrance sur la culpabilité, je vous donne, et je donne la référence du podcast pour aussi un peu cheminer par rapport à ce que j'ai entendu. Voilà en gros comment chez moi ça fonctionne en tout cas. Oh. Et chez vous? Et alors chez toi, Philippe, ça fonctionne comment? Ah bah, je crois que c'est assez différent. C'est bien comme ça, on va avoir des visions Je préfère différentes. être cash. En fait, moi, je vais droit au but. Je vais droit au but. Les gens qui viennent chez moi, d'abord, ont des montagnes de questions, sont totalement perdus. Ils savent pourquoi je suis là, je sais pourquoi ils sont là. Donc, les choses sont dites d'emblée. Chez moi, le temps est beaucoup plus élastique parce que je pense que je suis assez auditif déjà et que moi-même, j'ai besoin de parler. Et très souvent, même quand je vais voir un médecin ou quoi, je dis j'ai besoin d'un peu de temps parce que c'est comme ça. Donc j'entends parfaitement qu'on puisse faire quelques digressions et je pense que c'est aussi lié au positionnement dans ma spécialité. Moi, je fais surtout du droit patrimonial de la famille. Les gens qui viennent ont des questions de patrimonialité importantes. Donc autant qu'on aille droit au but parce que pour bien pouvoir les conseiller, indiquer comment je vois les choses, répondre aux questions, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble. Donc quand les gens viennent, on ne commence pas du tout par leur situation personnelle, leur état personnel. J'ai envie de dire c'est un présupposé. On y viendra, mais on va déjà aborder les éléments techniques, chronologiques, financiers du dossier, parce qu'ils sont là pour ça. Donc, eh bien, j'ai mon canevas, si je puis dire. Je prends le lead tout de suite, parce que sinon, on peut y passer 4 heures. Hein. Donc, je prends le lead et on est point par point. Tout de suite, je pose des questions. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails. Hein. Premier rendez-vous, ce n'est pas possible. Alors, des gens viennent parfois avec une brouette de pièges. Je dis, c'est inutile, on n'aura pas le temps. En revanche, souvent, avant le rendez-vous, je demande aux gens de faire un petit pense-bête avec des éléments. Et déjà, au téléphone, je leur donne des pistes en disant, forcément, on va aborder tel point, tel point, tel point. Donc, ce serait bien que vous soyez au clair sur tel et tel sujet. Donc, quand ils viennent, ils ont déjà fait quelques devoirs, si je puis dire. Et on va assez droit au but dans des grandes masses, dans des grandes considérations. Et tout de suite, à travers cet audit, entre guillemets, on voit les options se dessiner, on voit les desiderata, on comprend les antagonismes et on peut du coup bien répondre aux questions, donner une vision, apporter déjà ce que j'appelle ma valeur ajoutée à ce stade. Parce que je pense que, en tout cas, mes clients, ils ne viennent pas chercher des conseils juridiques in abstracto. Ils veulent quelque chose sur mesure, complètement adapté à leur situation. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un dossier qui ressemble à un autre. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup de concentration, du recadrage parfois, parce que quand on s'égare, ça ne sert à rien. Je ne vais pas pouvoir apporter vraiment d'éléments là-dessus.
Ou parfois, ça arrive très régulièrement, je dis là, dans le cas de cette consultation, on ne peut pas aller au fond de cette question, ça nécessitera une séance de travail ultérieure, et il y aura un ordre du jour, et on travaillera sur ce point, et vous devra préparer des pièces en amont pour qu'on puisse apporter des réponses adaptées. Concernant la facturation, moi, au cabinet, en matière familiale, je travaille quasi exclusivement au tarif horaire. Donc j'ai un tarif horaire. Ce tarif horaire est le même pour tous les clients du cabinet, puisque comme ils se passent mon nom entre eux, bah oui, ils vont un peu comparer ce qui est comparable. Et donc comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors je sais que déontologiquement, on est censé s'adapter à l'état de fortune du client, etc., etc. Je pense qu'à partir d'un certain stade de développement et d'expérience et de technicité, les clients qui viennent, de toute façon, sont déjà au courant puisque j'ai déjà indiqué le tarif horaire au téléphone. D'ailleurs, parfois, des gens me disent « non, ça ne va pas être possible ». Il n'y a aucun souci, au moins les choses sont dites. Et puis d'autres savent très bien aussi qu'ils payeront le temps qu'ils auront consommé. Et toujours le même principe, à l'issue de la consultation, je fais des préconisations pour leur dossier, puisque j'ai cette vision d'ensemble qui me permet de le faire. Donc ils en ont vraiment pour leur argent. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que des gens viennent chez moi, prennent toute la stratégie et aillent la faire ailleurs. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc je donne de ma personne, vraiment j'indique tout ce que je pense être le mieux pour leur dossier. Soit ils ont les moyens et ils sont convaincus que je suis la bonne personne pour eux, soit ils ne sont pas tout à fait d'accord, ou ils se disent que peut-être quelqu'un d'autre ou pas. J'ai aucune difficulté avec ça. Moi, je n'ai pas perdu mon temps et je n'ai pas fait perdre mon temps aux clients qui, très souvent, à la fin de la consultation, je dis « Avez-vous d'autres questions ?» Non, vous avez répondu à toutes mes questions. Ai-je été clair dans mes préconisations? Parfaitement. Ai-je été clair dans ma proposition de convention d'honoraires? J'aime beaucoup le mot que tu as employé. Je ne sais pas s'il est vraiment adapté peut-être à mon type de clientèle, qui est quand même des gens qui forcément ont quelques moyens, quelques patrimoines. Je suis rarement leur premier avocat. Je suis leur premier avocat en droit de la famille, c'est sûr, mais rarement leur premier avocat parce qu'ils ont eu des tas d'affaires, des tas de choses à gérer. Donc, ils savent déjà un petit peu comment c'est susceptible de fonctionner d'un point de vue de la facturation. Mais ils font bien la différence avec les avocats des autres spécialités, ça c'est une certitude. Et à l'issue de ce rendez-vous, les gens partent de là et décident de la suite qu'ils veulent apporter au dossier. Voilà. Donc, c'est très cash, très direct. En tout cas, ça répond aux attentes de mes clients. Parce que derrière, à l'issue des dossiers, souvent, quand ton dossier est terminé, je fais un point avec le client, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a convenu, pas convenu. Et de ce point de vue-là, c'est aussi l'expérience et puis la remise en question, comment on peut s'améliorer. Et parfois sur des choses toutes bêtes, ne serait-ce que par exemple, offrir un café à un client. Moi au début, je disais, moi je ne suis pas un café, je suis avocat. Eh bien non, justement, assez vite, j'y suis venu et je réalise à quel point c'est important. Donc j'ai une belle machine à café, j'ai une machine à thé, je conçois que c'est extrêmement important, mais je n'avais pas la conscience parce que je n'avais pas de retour et je ne m'étais pas remis en question sur ce point-là. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on évolue, je trouve. Bien sûr. On a chacun des années différentes. Et on a un peu d'autocritique. C'est ça. Et de voir quelles sont les attentes, nos croyances aussi qui ont s'est trompées, et l'évolution, elle est intéressante. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est se remettre en question constamment, en fait, sur notre pratique. En fait. Moi, je rebondis, je te donne la parole après, mais moi, j'aime bien le café et le thé. Pour moi, c'était l'évidence, parce que moi, j'ai toujours voulu recevoir mes clients comme à la maison. C'était mon idée de la manière… voilà. Je déteste aller quand on va chez des confrères, des notaires. T'arrives, t'as pas un truc à boire, t'as rien, machin, pendant tout le rendez-vous. Bon, bref. Et je trouvais que la convivialité, cette notion d'accueillir… Et puis en plus, je me dis, voilà, faut les accueillir dans un environnement où ils se sentent bien. Alors, bon, du mieux possible, je sais pas, en tout cas, de faire en sorte que ce soit accueillant. Donc, j'ai tout mis en œuvre pour que ce soit comme un petit appartement, qu'on leur propose bien sûr quelque chose à boire, il y a toujours un truc à grignoter, un machin, etc. C'est important pour moi, cette notion un peu de cocon. Tu vois, moi, je ne me suis pas posé la question, c'était vraiment le présupposé. Après, moi, je ressemble plus dans l'approche à celle de Karine. Ça doit être la différence entre le masculin et le féminin. Non, je pense pas, mais c'est vrai que tu fais du patrimonial. Moi, je vois bien la différence de clientèle aussi, c'est-à-dire que quand tu as des clients qui sont
sont plus sur le volet familial pur et dur, clairement, l'émotionnel prend plus le pas. Quand on est sur des questions hyper techniques de patrimoine pur et dur, une liquidation post-divorce ou je sais pas quoi, forcément, on est sur de la technicité un peu plus. Et c'est vrai que généralement, ils ont déjà eu l'occasion de décharger par ailleurs. Donc, en fait, on est dans des configurations différentes. Moi, je trouve que la meilleure solution, c'est de s'adapter à la personne qui est en face. À sa cible de clientèle. Tout à fait. Et puis, voilà. non pas qu'à la cible, à la personne là où elle en est au moment où elle vient te voir. Mais par contre, c'est vrai que moi, je suis assez déstabilisée quand, pour le coup, c'est un peu un mix des deux. J'ai quelqu'un qui arrive et qui, elle, est très dans... Alors, j'ai une maison, 2 enfants, machin, nan, ça vaut tant, c'est nan. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, en 30 secondes, et j'ai... Ok, par contre, j'ai besoin un peu du décorum. On va y venir à tout ça et vous repartirez avec tout ce qu'il vous faut, réponse à vos questions, etc. Mais j'ai besoin du décorum. Et tu vois, c'est un peu marrant parce qu'on est dans des... Je pense que tu as raison quand tu dis qu'il peut y avoir le féminin et le masculin. Oui. Parce que je crois qu'on est effectivement avec nos fonctionnements, et je rejoins complètement ça. Nos énergies féminines et masculines, elles jouent dans notre façon de travailler, dans notre façon de faire. Et je crois qu'il ne faut pas lutter contre, et que les gens ils auront besoin par moment de certaines choses. Alors on a du masculin en nous, comme les hommes ont du féminin en nous, mais que les deux cohabitent et qu'on fasse avec ce qu'on est, je trouve ça intéressant. Moi je suis comme toi, j'ai besoin du décorum pour aller pouvoir rentrer dans l'histoire et après justement faire ma stratégie. Parce que si j'ai pas ça, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Et moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai l'impression d'être hors sol. Moi, j'ai l'impression qu'on me demande de raisonner sur le dossier de divorce de Monsieur Tout-le-Monde, par exemple, pour prendre l'exemple du divorce. Donc, il y a un bien, un crédit, un machin, un truc, là, vas-y, donne. Non, et moi, je trouve que justement, ce qui fait que le dossier il va être simple, compliqué, c'est tout l'histoire familiale. Donc, et j'ai besoin donc de toute cette histoire-là, parce que tout de suite, je vais comprendre, ah bah oui, mais je comprends ce qui se trame de l'autre côté, donc j'ai les tenants et les aboutissants, et c'est ça qui me permet, pour le coup, de donner des conseils qui, je trouve, sont plus adaptés, parce que justement, alors bien sûr, à travers les yeux de mon client, mais quand même, j'ai un peu la vision globale. Mais comme effectivement chaque client a des besoins différents, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une multitude aussi d'avocats avec des fonctionnements différents et qu'à un moment donné, mais ça va me correspondre. Et quand tu parlais, je me disais, ah mais oui, mais moi sur certaines problématiques, c'est ça dont j'aurais besoin. Quelqu'un qui me dise tout de suite. Et puis dans d'autres moments, c'est peut-être mon approche qui aurait été nécessaire. Et donc c'est ça qui est intéressant. Oui, et ce qui est amusant aussi, c'est par exemple quand un confrère recommande le cabinet, le client va lui dire, je veux un avocat homme. Je ne veux pas un avocat femme, je veux un homme. Bon, et d'autres vont dire. Et déjà, du je coup, veux- ça va forcément chez toi. Ça, c'est tu vois. moyen, parce que c'est genré quand même comme c'est question. genré, n'empêche Et je que. ne sais pas si aujourd'hui on mais peut en parler vous, simplement. vous allez être surprise, mais il y en a qui me disent aussi, il y a beaucoup de clients qui préfèrent aller chez un avocat femme, en droit de la famille. Des hommes. Oui, Oui, et oui. des femmes aussi, Oui, qui oui. préfèrent un avocat femme qu'un avocat homme. Bah oui. Oui, et ça fait bah, partie des critères. et moi, moi, ça j'y me vois chiffonne aucun pas. inconvénient, au contraire, voilà. Et toi, Catherine? Moi, homme ou femme, c'est ça? Non, Comment mes premiers pas rendez-vous? par rapport à cette question-là. Les premiers rendez-vous. Alors, c'est un peu un mixte. En fait, Des trois. C'est bien. Donc, du coup, on finalise, on met le petit nœud, tu vois. j'ai systématiquement, avant le premier rendez-vous en présentiel ou parfois en visio, j'ai la personne au téléphone. Donc, je sais un peu de quoi il va retourner un peu, mais pas... Voilà. Donc, en fonction de ça, je vais déterminer un cadre de temps. Donc, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. Tu vois, quand il y a un enlèvement d'enfant, par exemple, il y a besoin d'un accompagnement un peu différent. Mais quand c'est, par exemple, une liquidation post-divorce, ça ne sera pas, évidemment, les mêmes situations, etc. Donc, et je dis toujours, avant même que ma cliente vienne, la personne vient au cabinet, je lui dis, voilà, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Maximum, c'est 2 heures. Et je lui dis à chaque fois, voilà, les rendez-vous, quelle que soit la durée, parce que je suis un peu comme toi, parfois je ne tiens pas tout à fait 1 heure, ça déborde un peu. Mais voilà, et je dis, voilà, mon tarif horaire, il est forfaitisé pour les premiers rendez-vous. Oui, C'est pareil. temps, que ça dure un peu plus, un peu moins, machin. Enfin, voilà, c'est carré, c'est affiché sur le site. Enfin, tu vois, il n'y a vraiment pas de surprise du tout. Et puis là, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de m'adapter à la personne qui vient, à ce qu'elle est ce jour-là. Et de faire avec ce qu'elle est ce jour-là. Et elle ne sera peut-être pas pareille 3 rendez-vous après. Tu vois, ce n'est pas un truc qui est figé, machin. Donc ça, pour moi, c'est important. Et donc, je lui dis, un peu comme dans une intro que je faisais quand j'étais encore étudiante, où je dis, voilà, vous allez me raconter ce qui est important pour vous à ce stade-là. Et ça peut partir dans tous les sens.
C'est vous qui pilotez. Non, je dis ça, c'est vous qui pilotez. Voilà, par exemple, sur un rendez-vous d'1h30, bah, ça va prendre 3/4 d'heure, 1 heure peut-être. Moins, si c'est moins, c'est moins, mais on peut aller jusque-là. Après, moi, je vais essayer de vous donner de l'information juridique par rapport aux problématiques que j'aurais entendues. Et puis, je vais vous expliquer, je suis comme toi, comment je fonctionne. Ça, c'est impératif, la question des honoraires. Alors, il y a les honoraires, mais les honoraires, c'est pas... comment je fonctionne, ce ne sont pas que les honoraires. Il y a les honoraires, il y a la manière dont je suis, donc je suis directe, je peux être rejointe, il y a certains moments où je ne peux pas, je ne serai pas Oui, c'est jointe. important ça de savoir. Enfin, de poser des limites, etc. De dire si vous m'appelez, si vous tombez sur ma boîte vocale, ne me laissez pas de messages, je ne les écoute jamais, enfin des trucs comme ça, voilà. De dire qu'à partir du moment où vous me mandatez dans le cadre de cette affaire-là, blablabla, vous avez des liens qui vous permettent d'aller sur. Enfin, voilà, je donne vraiment le mode d'emploi. Oui, il faut expliquer. Donc, dont les honoraires. Et alors, moi, je fais taux horaire et forfait. C'est-à-dire que je leur propose les deux. Et je me dis, voilà, en fait, quand les gens viennent, ils sont stressés, on l'a dit tout à l'heure en début, ils peuvent être régressés, on l'a dit aussi, etc. Et moi, vraiment, j'ai comme intention, et je crois vraiment beaucoup aux forces des intentions, de l'intention qu'a tout à chacun, j'aimerais qu'ils ressortent de mon cabinet dès le premier rendez-vous un peu plus droit, un peu plus avec une posture d'adulte. Tu vois, le confrère qui dit « Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout ». Non. Enfin, tu vois, de l'infantilisation, moi, en tous les cas, ça ne me convient pas du tout. C'est bon, j'ai eu mes 3 enfants. Côté maternel, j'ai fait. Enfin, c'est pas... Voilà, j'ai pas envie de ça. Et donc, pour ça, je dis, voilà, vous avez le choix. Soit c'est un taux horaire à temps, il est entre temps et temps. Moi, je donne des fourchettes. Voilà. Soit c'est un forfait, voilà. Et c'est vous qui choisissez. Et je leur demande aussi ce que je fais, mais ça, c'est très récemment. Parce que tu sais, et puis ils partent dans la nature, et moi, ils ne sont pas obligés de venir me voir après. Mais après, de temps en temps, t'en as qui te rappellent 4 mois après. Tout à fait. Et là, tu te dis, attends, je ne me souviens plus tout à fait, enfin, même si j'ai une bonne mémoire. Enfin, et comme je ne veux pas les faire revenir pour faire un premier rendez-vous, finalement, tu vois, qui est un peu... je leur demande de me répondre dans le mois. Je me dis que dans le mois, et ils me disent oui ou non. Voilà, j'estime que ce n'est pas complètement délirant de savoir où on va. On va s'arrêter parce que je pense qu'on pourrait encore en parler toute la nuit. Beaucoup. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion de refaire, j'espère que ça vous a plu en tout cas, on aura l'occasion de se refaire des sessions pour parler d'autres choses, parce que notre métier est pareil, on n'a pas tout vu. Mais voilà, je pense qu'à ce stade, on a déjà fait beaucoup de choses et je voulais vous remercier d'avoir participé à ce canapé café. Et ben moi, je voulais te remercier de nous donner l'occasion de faire cette petite, permettre aux gens d'être la petite souris qui rentre dans des questionnements d'avocats. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Nolwenn. Et merci pour Nolwenn. Bravo pour ton énergie. Ouais. Merci beaucoup.